Bonjour et bienvenue dans notre dernière émission de l'année, 89% féminine, l'émission de la Tribu Digitale sur les plateaux de la télé Lyon. Alors, je suis ravie de vous avoir à nouveau avec nous pour cette dernière émission parce que nous allons parler d'un sujet absolument crucial, l'épuisement et le burn-out possible des entrepreneurs. Pour cela, je suis accompagnée, comme d'habitude, d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie, ravie de parler de ce sujet, comme tu dis, qui est vraiment, vraiment crucial. Exactement, et je sais que c'est un sujet qui te touche en plus particulièrement. Alors, pour parler de ce sujet, on va recevoir aujourd'hui une spécialiste, une coach de vie, qui s'appelle Léocadie Hiverneau et qui va venir nous témoigner et puis surtout nous donner des conseils. Nous l'accueillons de suite. Bonjour Isabelle, bonjour Nathalie. Bonjour, alors on est ravis de t'accueillir Léocadie sur ce plateau. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de burn-out pour les salariés, on parle aussi d'ailleurs de bore-out, il y a un peu plein de dérivés en fait à ce terme-là, mais on n'en parle pas trop pour les entrepreneurs, et les entrepreneurs peuvent aussi être malheureusement soumis en fait à cette problématique. Alors je te propose, avant qu'on rentre dans le sujet, déjà de te présenter. Très bien, merci Nathalie et merci de m'avoir invitée aujourd'hui sur ce plateau. Je suis ravie et honorée d'être là. Donc moi je suis Léocadie Hiverneau, j'ai 45 ans et je suis maman de 3 enfants qui ont maintenant 11 ans, ce sont des triplés. Waouh. Voilà. Alors j'ai un parcours professionnel un peu particulier puisque jeune diplômée, je suis partie travailler en Afrique. Donc tout d'abord au Burkina Faso et puis après en Namibie, au Mali. Je suis revenue au Burkina Faso et puis à la fin au Malawi. Et j'accompagnais en fait des agriculteurs à mieux vivre de leur travail. Et donc avec des équipes localement. Donc j'étais déjà dans l'accompagnement. Et puis il y a quelques années, je me suis posé pas mal de questions sur mon travail, sur mon équilibre aussi entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle avec l'arrivée de mes enfants. Et j'ai eu affaire à une coach. J'ai fait appel à une coach pour m'aider à y voir un peu plus clair. Et ça m'a ouvert ce monde du développement personnel. Et j'ai décidé finalement l'année dernière d'en faire mon métier. Et de rentrer en France aussi, de faire un peu un virage et d'accompagner plus particulièrement les personnes qui souffrent d'épuisement, que ce soit au travail, mais pas seulement, parce qu'on peut aussi être mère au foyer ou entrepreneur et être épuisé et ne plus trop savoir comment faire. Eh ben oui, effectivement, j'en parlais. Bon, on parle beaucoup de burn-out, mais burn-out professionnel, burn-out par exemple maternel, pour reprendre ce que tu viens de dire, parental, entrepreneurial. On a aussi des symptômes sur du bore-out. Par exemple, lorsqu'on s'ennuie, on est à un poste et on a l'impression de n'être utile à rien parce que notre poste est dépourvu. Bref, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de symptômes qui font que parfois les gens arrivent en épuisement parce qu'on est vraiment dans une société où il faut toujours être performant, ultra performant, et c'est pas toujours évident. Et lorsqu'on est entrepreneur, et encore plus je pense entrepreneuse, et en tout cas pour notre communauté mum-preneuse, c'est pas toujours évident de pouvoir s'offrir du temps pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir prendre du temps aussi en dehors de sa vie maternelle et en dehors de sa vie professionnelle. Et on peut, si on ne fait pas attention à ça, à soi, être complètement épuisé. Alors, tu as, toi, accompagné en fait plusieurs personnes, mais quels sont, d'après toi, les signes précurseurs du burn-out auxquels les entrepreneuses devraient faire attention? Très bien. Alors, avant de donner un petit peu les principaux signes que l'on voit sans faire une liste à la Prévert, je voudrais revenir sur le terme burn-out, qui signifie en fait griller ou s'éteindre. Et je pense que c'est une bonne définition parce que finalement, c'est notre corps à l'intérieur qui progressivement soit grille, soit s'éteint comme une petite flamme qui au départ est jaillissante, resplendissante et qui petit à petit, parce qu'il n'y a plus d'air, parce qu'il n'y a plus de bois, et finalement va s'éteindre en fait. Et c'est vraiment progressif. Donc les signes en fait au début on n'y prend pas vraiment attention et lorsqu'ils s'installent c'est là où ça devient problématique.
Alors, bien sûr, le premier signe dont je voudrais parler, c'est la fatigue. Se sentir fatigué. Alors, on a tous des moments où on est fatigué, mais après une bonne nuit de sommeil, normalement, on recharge les batteries et ça va mieux. Mais il faut commencer quand même à s'inquiéter lorsque tous les matins, on se réveille en étant fatigué, ou bien si on a des coups de barre un peu dans la journée, ou bien si on attend le week-end avec impatience et que dès le lundi matin, quand on reprend son activité, on a l'impression que le bénéfice du week-end est parti, ou encore pire, les vacances, les 15 jours, les 3 semaines, où on se dit là c'est bon, je tiens jusqu'aux vacances, ou quand on tient souvent pendant les vacances, on est malade, tout à fait. Parce que le corps relâche, et on n'a pas toujours le temps de recharger suffisamment, et de nouveau quand on est de retour au travail, dans son activité, on a l'impression que finalement on ne s'est pas reposé. Et là, il faut vraiment être attentif à ça, parce que ça montre que l'épuisement en fait est vraiment ancré maintenant dans le corps. Et il va falloir mettre en place d'autres mécanismes que simplement les week-ends et les vacances. Alors ça, c'est vraiment la fatigue, un signe très important. Il y a aussi le sommeil qui va avec, bien sûr, c'est des troubles du sommeil qu'on peut avoir. Par exemple, on a de plus en plus de mal à s'endormir le soir parce que, vous savez, le petit vélo dans la tête, on repense à tout ce qu'on n'a pas fait de la journée ou tout ce qu'on doit faire demain, la réunion importante, et puis peut-être le rendez-vous des médicales du petit dernier ou des choses comme ça. Et de ce fait-là, on va décaler notre heure de sommeil. Il peut arriver aussi qu'on se réveille dans la nuit en disant oh, « j'ai oublié de faire ça ». Voilà. Et ça peut arriver. C'est toujours pareil. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est OK. Mais si ça arrive de plus en plus fréquemment, c'est pas normal. En fait, il faut vraiment être attentif à ça. Et puis, il y a aussi l'aspect de concentration. En fait, on n'arrive plus à se concentrer ou à rester focus en fait sur ce qu'on est en train de faire. Si on a un gros dossier à traiter, une offre à proposer, des choses comme ça, en fait, on se rend compte qu'il nous faut beaucoup plus d'énergie pour y arriver. Et que du coup, comme ça nous demande beaucoup d'énergie, on peut avoir tendance à se disperser. En fait, à aller sur les réseaux sociaux, à faire les petites tâches, à faire ceci, cela. Et des fois, du coup, on procrastine. Je le ferai plus tard. Et ça, c'est aussi un signe, si ça devient de plus en plus fréquent, attention à ça. Aussi, on peut avoir des troubles de mémoire. Par exemple, on ne sait plus où sont ses clés. C'est des choses qui arrivent, mais c'est de plus en plus fréquent. Ou bien on arrive dans une pièce, on ne sait plus pourquoi on est venu dans cette pièce-là. Moi, quand j'ai eu la chance de ne pas faire de burn-out, mais j'ai eu un certain nombre de ces signes-là et ça m'a alertée. Mais voilà, c'est quelque chose, moi, sur la mémoire qui joue vraiment souvent. Voilà, je ne sais plus ce que je veux faire. Donc ça c'est aussi un petit signe. Un autre, c'est son efficacité. On parlait de concentration, mais aussi l'efficacité, c'est ce qui nous demandait peut-être 2 heures à faire, maintenant on va mettre 3 heures ou 4 heures. Parce qu'en fait, on n'y arrive plus, nos neurones en fait aussi sont fatigués. Et finalement, on prend de plus en plus de temps à faire les choses, donc c'est frustrant. Ça joue aussi sur sa confiance en soi. Voilà, c'est un peu une spirale négative. On a aussi que, pour compenser ça, on va augmenter son rythme en fait. On va se dire, mais je ne suis pas assez performante. Parce qu'on le verra tout à l'heure aussi, les personnes qui font des burn-out, c'est des gens qui veulent faire bien et qui veulent faire même très bien. Et donc se disent, je vais faire encore plus alors si on est dans un travail salarié, ça va être pour satisfaire son boss, mais ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur, je ne fais pas assez, donc j'en fais encore plus. Donc je vais rallonger mes heures de travail, ce qui ne sert absolument à rien, mais en fait, on est dans cette spirale. Et puis, on a aussi des émotions qui sont, moi je dis, à fleur de peau. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins patient, par exemple, avec ses enfants. Des petits cris, des petites colères comme il y a avec tous les enfants. Avant, on arrivait à les gérer. Maintenant, en fait, ça nous agace. Et donc, on va réagir de manière disproportionnée, inappropriée. Et du coup, après, même, on s'en veut. On se dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit aussi nous alerter, en fait, en se disant... voilà. Ou on peut aussi se mettre à pleurer pour des situations, une petite altercation avec quelqu'un, pas très grave. Voilà, on va se mettre à pleurer, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? On ne sait plus trop, en fait, nos émotions aussi nous alertent, on ne sait pas trop quoi en faire.
Et puis, alors, il y a quelque chose de très important aussi, c'est les douleurs physiques. Alors moi, par exemple, c'est mon dos qui me parle directement. Quand je tire un peu trop sur la corde, j'ai mes lombaires qui me disent « Oula, là, il faut ralentir », ou bien les cervicales. Pour d'autres, ça va être les maux de ventre. Alors, soit la boule au ventre, ou bien ça peut être des diarrhées, ou au contraire de la constipation. Des choses comme ça, en fait, qui font que le corps, il alerte. Il dit « Là, ça ne va pas, il faut réagir ». Puis alors ça, c'est un peu le dernier, un petit peu extrême quand on est vraiment proche de la chute du burn-out, où là, on ne peut plus se lever, plus rien faire. C'est un repli sur soi, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'aller vers les autres, en fait. Parce que on se sent, des fois, on se sent inintéressant, on se sent plus efficace. Donc, on va avoir tendance, en fait, à se renfermer. Donc, on ne va plus voir des amis. On ne va plus aller discuter avec le collègue ou avec un autre confrère entrepreneur parce qu'on est finalement, notre confiance en nous diminue. Donc on ne veut plus aller vers les autres. Et donc c'est encore pire parce que souvent les autres nous renvoient une image peut-être plus positive que l'image qu'on a de nous-mêmes. D'accord. Bon, pas mal de signes, en fait, précurseurs. Effectivement, comme tu le dis, on ne va pas forcément s'en rendre compte, parce que tu parlais de constipation tout à l'heure, bon, ça peut arriver à n'importe qui, etc. Donc, on ne va pas forcément faire attention à ces signes. Mais, comme tu disais, s'ils sont répétitifs, s'ils sont de plus en plus fréquents, ça doit nous alerter, finalement, nous lever une petite alerte. Exactement. Quels sont, d'après toi, les facteurs qui peuvent mener à cet épuisement, et notamment lorsqu'on est entrepreneuse ? Oui. Alors effectivement, il y a plusieurs facteurs. Alors il y a des facteurs qui sont extérieurs à nous, pour lesquels on n'a pas vraiment de prise, et des facteurs qui sont internes à nous. Alors je vais commencer par les facteurs qui sont externes à nous. Notamment pour les entrepreneurs, on peut avoir la pression financière. Contrairement à un salarié qui est à peu près sûr qu'il aura son salaire à la fin du mois, l'entrepreneur, c'est pas sûr. Et donc, ça peut créer en fait un stress ou même une angoisse en fonction du degré et de l'importance aussi qu'a l'argent pour chaque personne. On peut avoir aussi le flux de travail. C'est pareil, quand on est entrepreneur, y a des mois où on va avoir peut-être beaucoup de contrats et d'autres mois beaucoup moins. Donc, ça peut créer aussi du stress en fait dans son activité. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de patron, mais on a des clients. Et parfois, on peut avoir des clients sympas et d'autres moins sympas ou très exigeants qui vont peut-être vous solliciter en dehors de vos heures que vous avez prévues de travail et donc qui vont perturber votre mode de fonctionnement, par exemple. Aussi, travailler à la maison. Beaucoup d'entrepreneurs, et je pense aux mompreneurs, travaillent à la maison. Ce qui a des avantages, mais aussi la frontière finalement entre le travail à la maison et puis la vie de famille, elle est mince. Donc de ce fait-là, c'est pas si évident. Et puis il y a la famille qui se dit maman elle est à la maison en fait. Donc elle a le temps. Elle a le temps et puis ils comprennent pas qu'elle n'est pas toujours disponible ou qu'elle n'a pas fait ci, pas fait ça. Donc c'est pas forcément évident en tant qu'entrepreneuse, de gérer ça. Et puis, on peut avoir en facteur externe des événements familiaux. En fait, par exemple, une nouvelle naissance. Forcément, ça vient perturber notre mode de fonctionnement parce que la fatigue, forcément, on se réveille toutes les nuits. Et donc, voilà, ça va être un petit peu compliqué. On peut avoir aussi un décès qui va nous affecter beaucoup, donc une perte d'énergie à ce moment-là. Ou bien s'il y a des tensions dans le couple, ou bien si on déménage, ça va en fait venir perturber finalement l'équilibre qu'on a essayé de mettre en place. Donc ça c'est les aspects un petit peu extérieurs. Alors pour les salariés, on a le management, notamment le management toxique dont on parle beaucoup, qui peut aussi fortement jouer. Alors on ne l'a pas dans le cas des entrepreneurs, mais on peut être soi-même toxique. Vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Puisqu'on est notre propre patron, parfois c'est même encore pire. Et c'est vrai que moi je le dis souvent en fait aux mamans de la communauté, on est souvent beaucoup plus dur avec nous-mêmes. Alors c'est des petites choses, mais on va se dire oh mais quelle andouille, j'ai pas pensé à ça, ou parfois on va être un peu plus vulgaire avec nous. Et en fait
Si la même chose arrivait à une amie, on lui dirait jamais, mais quelle andouille de ne pas avoir pensé à ça. On lui dirait, bah écoute, c'est pas grave, tu vas te rattraper, tu vas faire ci, Mais avec nous, effectivement, souvent, on est beaucoup plus dur. Et on utilise aussi des pensées ou des mots qui sont pas du tout appropriés pour relativiser finalement la problématique à laquelle on est confronté. Tout à fait, on manque souvent de bienveillance en fait envers nous-mêmes, alors que souvent on en a beaucoup pour les autres. Et finalement, on ne se l'autorise pas pour nous-mêmes. Et c'est lié justement à un des facteurs internes finalement qui peut mener à l'épuisement, c'est cette recherche permanente de perfection. D'être une maman parfaite, d'être une épouse parfaite, d'être une entrepreneuse parfaite, d'être une collègue parfaite. Voilà, on veut être bien sur tous les plans, en fait. Et ça nous épuise, en fait, parce que c'est quand même compliqué d'être... et puis c'est quoi, finalement, la perfection ? C'est ça, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent, la perfection. Exactement, c'est donc ça. On n'a pas les mêmes définitions. On se met la barre, finalement, moi je dis un peu la barre, vous savez, du Foxbury... À quelle hauteur on met sa barre d'exigence, et souvent on se rend compte que cette barre-là, on la met très haute et beaucoup plus haute que finalement ce que demande même l'entrepreneuriat ou de ce que demande notre entourage. Donc ça, c'est vraiment un facteur très, très important. Un autre facteur que j'ai identifié aussi, dont on parle souvent, c'est l'enthousiasme, en fait, la curiosité. Alors ça, c'est propre des entrepreneurs. On a envie de créer des choses, de rendre service, Et c'est une super qualité d'être enthousiaste, d'être curieux. Mais ça veut dire qu'on va souvent accepter des choses, justement parce qu'on a envie de faire ça, mais qui vont faire trop par rapport à ce qu'on a déjà. Donc on va alourdir finalement notre charge mentale, notre temps de travail, et on ne voit pas la conséquence sur notre agenda et sur les autres domaines de notre vie, en fait. L'enthousiasme prend le devant. Et des fois, voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. On a aussi, alors qui va souvent avec, c'est qu'on ne sait pas fixer nos limites. On ne sait pas dire non. Parce qu'on est enthousiaste, on veut aussi rendre service. Donc, finalement, on ne sait pas refuser parce qu'on a peur de frustrer, on a peur de ne pas rendre service, on a peur de ne pas faire plaisir à l'autre. Et donc, on dit oui. Et après, c'est nous qui payons les conséquences de ce oui. Et puis également, c'est que, alors ça va aussi avec le perfectionnisme, c'est qu'on préfère faire soi-même. Donc on ne délègue pas, on ne demande pas d'aide. Des fois, on ne fait pas trop confiance aussi, même des fois à notre conjoint ou des choses comme ça. Oui, parce on que se dit que ça sera mieux fait si on le fait nous-mêmes. Voilà. Alors ça, c'est la porte ouverte justement à l'épuisement. Parce qu'à tout faire soi-même, forcément, au bout d'un moment, on ne peut plus, en fait. Et l'entourage, du coup, a été habitué à ce qu'on fasse aussi. Donc, de ce fait-là, c'est encore plus dur de dire non. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les messages contraignants, les drivers, qui, en fait, viennent de notre enfance, de notre éducation, et qui jouent aussi dans notre vie adulte. Par exemple, fais plaisir à maman, par exemple, en faisant ça, ou bien dépêche-toi, ou encore sois forte, ou tu peux mieux faire. Voilà, tous ces petits messages en fait qu'on a pu entendre de manière consciente ou inconsciente finalement pendant notre enfance, nous ont construits et font qu'aujourd'hui on est poussé à, si c'est tu peux mieux faire, je vais encore faire plus. Donc on n'est jamais satisfait finalement. On va toujours faire plus, on va toujours essayer de faire plaisir à. Donc on ne va pas dire non. Donc tout ça en fait, ça fait un cocktail favorable en fait à l'épuisement et au burn-out si on n'arrive pas en fait à les réguler. Oui, effectivement, pas facile parce qu'on est aussi conditionné tout simplement par notre enfance, par la manière dont on a été éduqué, par la société aussi, et pas toujours facile. Alors, quels seraient, toi, tes conseils, peut-être tes astuces pour permettre aux entrepreneuses de reconnaître les signes potentiels d'un burn-out et puis de gérer au mieux le stress de manière proactive pour éviter de tomber vraiment dans une situation catastrophique qui est le burn-out? Effectivement, c'est en discutant avec beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont vécu le burn-out, ils disent voilà, on est tombé dedans, on n'a pas compris pourquoi en fait. C'est comme si c'était arrivé du jour au lendemain, alors que finalement,
vraiment, ça s'installe des fois pendant plusieurs années avant qu'on arrive à la rupture. Et pour moi, la première chose, c'est d'écouter son corps. Parce qu'en fait, c'est lui, il nous dit tout. C'est comme le tableau de bord, pour moi, d'une voiture, les warnings. En fait, si vous voyez les warnings et que vous n'y prêtez pas attention, oui, vous allez peut-être continuer à rouler encore un peu, même si peut-être vous allez consommer davantage, vous allez abîmer peut-être certaines parties de votre voiture, mais vous pouvez continuer pendant un certain moment. Puis après, ça arrive au rouge, jusqu'au moment où la voiture, là, elle s'arrête complètement. Donc, voilà. Donc, souvent, il est plus facile d'être attentif au premier warning et d'agir à ce moment-là pour ne pas endommager la voiture. En fait, c'est un petit peu ça l'élément important. Et écouter son corps, mais aussi son entourage, parce que souvent l'entourage, il est là, il vous alerte sur des choses. Alors, des fois, c'est des petites phrases. Moi, ce qui a été fort dans mon cas, par exemple, c'est mes enfants qui me disent « Oh maman, tu travailles trop » ou « Maman, t'es toujours sur ton ordinateur ». Et ces petites phrases-là, qui des fois on décide de ne pas les entendre, mais si on y prête attention, elles ne sont pas anodines, en fait. Et elles devraient, en fait, nous alerter en disant « Oh, si mon enfant me dit ça, c'est que là, l'équilibre que j'ai souhaité, certainement, en faisant ce choix d'être entrepreneur, en fait, souvent, c'est aussi pour ça, pour mieux équilibrer les choses. Peut-être que là, je suis allée dans une voie qui n'est pas la bonne. Attention à rééquilibrer les choses. » Donc, s'écouter. Et aussi, moi je dis souvent à mes clientes de se connecter à votre pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être entrepreneur ? Pourquoi j'ai choisi cette discipline, finalement, qui me fait vibrer ? Et se reconnecter aussi à ses valeurs et à ses besoins. Si la valeur en famille est importante, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je vis vraiment le choix que j'ai fait? Est-ce que je vis cette valeur famille? Est-ce que j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps avec mes enfants? Est-ce que réellement je leur consacre du temps de qualité? Ce n'est pas qu'une question de quantité, de qualité réellement, ou est-ce que j'ai bifurqué? Et ça permet en fait deux choses. La première chose, c'est que ça permet de redonner du sens, des fois à ce qu'on fait, parce que des fois on peut être un peu perdu en disant est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Et donc là, de se dire pourquoi j'ai fait l'entrepreneuriat, de revenir un peu à sa mission de vie, ça permet de regonfler un petit peu ses batteries. Et aussi, ça permet de prioriser. Parce que quand on commence à être fatigué, ça veut dire qu'il faut revoir un petit peu ses priorités, revoir son agenda. Et que peut-être ce nouveau projet qui nous attire tant, dont on est enthousiaste, etc., est-ce qu'il ne va pas venir perturber en fait mon équilibre familial qui est peut-être plus important à ce moment-là dans ma vie? Et ça veut dire aussi, du coup le troisième point, c'est dire non. Parce que prioriser, ça veut dire non. Et choisir en conscience. Choisir en conscience, de se dire non, là je fais le choix de mes enfants qui sont peut-être en bas âge, qui ont besoin de moi. Peut-être quand ils seront adolescents, qu'ils auront un petit peu moins besoin de moi, et c'est quelque chose que je remettrai en priorité. Voilà, ça c'est des choix personnels. En fait, chacun va faire ses choix en fonction de ses valeurs. Et le dernier point sur ça, en termes de conseils, c'est j'appelle ça ce rééquilibrage finalement de nos différentes sphères de vie. C'est de le faire le plus régulièrement possible. Et oui, parce que l'équilibre, en fait, change d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. On n'a pas les mêmes besoins. Exactement. Notre famille non plus, d'ailleurs. Et du coup, on est toujours obligé de se remettre un peu en question en disant, est-ce que je suis toujours au bon endroit? Est-ce que je suis toujours bien équilibrée? Est-ce que je déborde pas trop? Est-ce que je suis pas en épuisement? Finalement, c'est régulièrement qu'il faut qu'on se repose la question. Exactement, parce que la vie est faite de changements et de bouleversements, et donc il faut sans cesse... on est vraiment l'équilibriste, tout à fait. Bon, quels seraient tes trois conseils concrets, enfin les trois actions concrètes que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent « Ah, ce qu'a dit aujourd'hui le Ocadi, ça me parle, je suis épuisée, j'arrive pas à recharger les batteries, je mets plus de temps à faire, etc. » Qu'est-ce que tu pourrais vraiment leur proposer en trois actions concrètes pour éviter de tomber dans le burn-out?
Oui. Alors déjà, c'est vraiment ne pas attendre. C'est-à-dire, il n'est jamais trop tard pour agir, mais plus on agit en amont, mieux c'est, plus c'est facile en fait de redresser la barre. Parce qu'après, si vous tombez complètement dans le burn-out, là, c'est plus du domaine, je vais dire, du coach ou des accompagnements classiques. Là, c'est du domaine du médical. Et donc après, pour s'en remettre, c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps et ça joue beaucoup sur votre confiance en vous, etc. Donc, c'est un gros travail. Donc, c'est vraiment mieux d'agir effectivement en amont. Alors, le premier conseil, c'est de prendre du temps pour vous. Ça, c'est vraiment important. Et moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de mettre des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. Alors, des fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment nécessaire, sinon on s'oublie. Sinon, tout le reste, en fait, toutes nos autres obligations passent en avant et on s'oublie complètement. Alors, si on n'a pas du tout de moment pour soi, moi, je dis, commencez par 10 minutes par jour. Voilà, 10 minutes, vous regardez là où c'est le mieux dans votre journée et vous mettez ces 10 minutes pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça va varier, ça peut être 10 minutes de méditation, 10 minutes de respiration, de yoga, de marcher dans la nature, d'écouter de la musique, de danser, de chanter. Voilà, trouvez ce qui vous fait du bien, en fait. Et ces 10 minutes-là, elles sont non négociables, j'ai envie de dire. Ça doit être votre priorité. Et progressivement, vous pourrez augmenter ce temps ou avoir des plages peut-être plus importantes si c'est le week-end ou certains soirs en semaine. Ça, c'est vraiment à chacun et chacune de voir ce qui lui convient. Donc ça, c'est vraiment un peu vos bulles de déconnexion. Pour ensuite, j'en parlais tout à l'heure, se reconnecter. En fait, se déconnecter pour se reconnecter à son pourquoi, ses valeurs, ses besoins. Et pour ça, en fait, moi, ce que je peux conseiller, c'est achetez-vous un petit carnet, un joli petit carnet, que vous avez envie d'ouvrir, et vous écrivez dedans votre pourquoi. Pourquoi vous avez fait ce choix d'être entrepreneur, ce domaine, quelles sont vos valeurs fortes, fondamentales, et puis quels sont vos besoins. Voilà, vous les écrivez, et chaque mois, au moins chaque mois, vous asseyez et vous les relisez. Vous dites, est-ce que c'est ce que je vis au quotidien ou pas? Si oui, super, on se félicite, parce que là, on est à l'équilibre, donc il faut aussi s'encourager. Donc ça, c'est super. Si on sent que là, c'est pas bon, eh bien, qu'est-ce que je vais réajuster? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon quotidien pour revenir à cet équilibre? Et en faisant ça chaque mois, du coup, on évite de tomber, parce qu'on réajuste au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est vraiment une clé importante. Et la troisième clé, alors, sans prôner pour mon activité, mais c'est juste de se faire accompagner, en fait. Parce que seul, c'est pas toujours évident d'aller jusqu'au bout des choses. On peut lire des livres aussi, c'est super. Mais en fait, en vous faisant accompagner, la personne qui vous accompagne va vous poser des questions, les bonnes questions, qui vont vous permettre en fait de vous introspecter et de prendre conscience finalement que il y a certaines choses dans mon mode de fonctionnement qui me mènent à cet épuisement. Par exemple, de mettre le doigt sur un côté un peu trop perfectionniste ou un peu trop je ne sais pas dire non. Et ça, c'est difficile quand ça fait 30, 40 ans, 50 ans que vous ne dites pas non. Il faut apprendre. Et ça s'apprend, en fait. C'est possible. À n'importe quel âge, c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle, en fait. Mais, et ça s'apprend plus facilement lorsqu'on est accompagné par quelqu'un qui va avoir les clés pour le faire, en fait. Et donc, se faire aider, pour moi, je sais pour certaines personnes, se faire aider, c'est une preuve de faiblesse. Pour moi, je trouve que c'est une preuve, au contraire, d'une grande force, parce que c'est connaître ses propres limites, se dire, là, je ne peux pas aller plus loin, donc il y a d'autres personnes qui sont compétentes pour ça, elles vont m'aider sur ce chemin-là, et après, je vais continuer seule, en fait. Et je vais avoir des clés qui vont m'aider à rééquilibrer les choses de manière autonome, finalement.
Bon, trois belles astuces, bons conseils justement pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent, si jamais elles se reconnaissent. En tout cas, merci beaucoup Léocadie pour ce temps, ce partage. Toujours très émouvant d'entendre effectivement des mamans raconter ce qui leur est arrivé. Eh bien Isabelle, on va finir par la rubrique conseil. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion quand même que je vais faire aussi cette rubrique conseil parce que j'ai moi-même été en burn-out. Alors maintenant, quand j'ai écouté, forcément, ça a ravivé quelques trucs, mais j'arrive à en parler avec beaucoup plus de recul parce que j'en suis sortie, même si voilà, c'est encore sur certains points, il faut encore continuer à travailler, mais en tout cas, je suis tombée dedans sur on va dire, après presque une année d'entrepreneuriat, où je m'étais lancée. Et j'avais un petit peu tous les voyants allumés. Ça clignotait, la voiture clignotait de partout, mais tu as continué à rouler. Oh, c'est bon, elle fonctionne. Ça, voilà. Mais maintenant, avec le recul, je rigole parce que voilà, j'ai pris cette hauteur-là, mais j'avais aussi toutes les prédispositions, dont de certains sites, je vais revenir dessus. Tout. Bon, ça va être un peu conseil, témoignage. Mais je cumulais, en fait, donc lancement d'activité, arrivée d'un deuxième enfant, je suis maman solo, j'ai déménagé, je me suis reconvertie. Voilà, on va dire que j'ai fait un gros diplôme après. Je me suis dit, easy, ça passe. En termes de caractère, donc pareil, il y a des gens qui sont plus susceptibles de tomber dans l'épuisement professionnel que je n'avais jamais vécu auparavant, cela dit. Je suis complètement je cherche l'adrénaline, je suis enthousiaste, je suis une battante, j'aime dire oui, j'ai beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Je sais me surinvestir dans le travail parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Le travail fait partie de mes valeurs, donc c'est quand même quelque chose qui me nourrit à la base. J'aime les choses bien faites. Donc voilà, j'ai envie de faire plaisir. Donc voilà, on va dire que c'était important d'avoir ça en tête parce que voilà, et notamment quand on est jeune entrepreneur, alors jeune maman, c'était pas mon premier enfant, mais c'est le deuxième. Je reste quand même jeune maman quand même. On a envie d'être sur tous les fronts. Donc voilà, madame parfaite, maman parfaite, entrepreneur parfaite. Voilà. J'étais madame parfaite. Donc, j'en rigole maintenant, mais bon. Et j'ai quand même compris au fur et à mesure, effectivement, grâce à des signes, le fait... Alors, au début, on met un peu ça sur le dos des enfants. Le mom brain, vous savez, quand on perd un peu quelques neurones suite à l'accouchement et qui est pour des raisons de survie, pour s'occuper de son enfant. Donc, il avait bon dos, ce mom brain, parce qu'on dirait si je perds un peu la mémoire, c'est parce que effectivement je suis fatiguée, parce que mon bébé me réveille la nuit, etc. Puis quand même, elle commence à grandir. Bon, elle me réveille toujours la nuit, ça n'arrange pas les choses. Mais je précise qu'elle a 2 ans aujourd'hui, donc voilà, c'était. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai compris qu'au-delà on va dire des concours de circonstances, effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait et qui surtout en fait intérieurement je sentais que j'étais pas bien. Donc alors j'ai très vite rebondi parce que j'ai la chance d'avoir un environnement bienveillant, d'être déjà aussi dans le développement personnel. Donc voilà, je pense que j'aurais pu tomber beaucoup plus bas et je suis quand même tombée bien bas, je ne vais pas mentir, aujourd'hui je fais la maline, mais j'ai cumulé aussi maladie, décès, franchement je crois que j'ai eu la totale. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le fait avec la société où en plus on nous pousse à aller de plus en plus vite, de plus en plus. Et quand on est entrepreneur, forcément on a quand même cette envie de faire décoller son entreprise. Donc tout ça, c'est vrai que je l'ai ressenti et ce qui m'a vraiment aidée, alors c'est d'en parler, même si je suis passée par la phase déni où voilà, j'ai mis sur la faute des enfants, mais j'en suis quand même relativement vite sortie parce que je voyais que de toute façon ça ne m'aidait pas plus. Et puis pour ceux qui sont familiers, on parle de la courbe du deuil, donc de savoir en fait que cette courbe existe, donc on a la colère et le fameux déni, et après on est dans l'acceptation. Donc le fait d'accepter aussi déjà que voilà, on est en burn-out, de poser un mot dessus, de poser un mot sur
des mots sur des mots. Je fais le jeu de mots qui va très MOTS et MAUX. Donc ça, c'était vraiment important. Et très rapidement, parce que j'avais la chance d'être aussi bien entourée, je me suis fait accompagner. Et là, ça m'a permis, au-delà de ce que moi, je pouvais faire seule, de faire un vrai travail d'introspection pour comprendre justement, mais pourquoi finalement, en ayant été quand même assez informée sur le burn-out, parce que j'ai connu d'autres personnes qui l'avaient été, pourquoi moi je suis tombée dedans alors que, a priori, je connaissais les red flags. Donc, et donc tout ce travail d'introspection, il a été très très... Enfin, c'est pas facile. Enfin, c'est un travail qui est douloureux, qui demande beaucoup de courage, hein, comme on disait et tout. Et à la fois, on en ressort grandi. Et c'est vraiment précieux, en fait, à la fois. Et maintenant, je sais pourquoi j'ai pu tomber dedans, en repensant à la fois, certes, au côté sociétal, mais aussi en repensant à son enfance. Pourquoi on est arrivé justement à... Moi, je le sais, hein, maintenant, parce que je pense comme beaucoup, hein, on est la génération où on est plus aimé, on a l'impression d'être plus aimé si on travaille bien à l'école, si on fait... voilà, donc on tombe assez rapidement dedans. Et donc ça, clairement, ça rejoint les conseils. Et là, moi, je ne suis pas coach de vie, mais je ne peux que encourager et aussi aller se faire accompagner. Après, j'ai autre chose que j'ai énormément travaillé parce que j'ai toujours été très, très performante. Et du jour où mon cerveau n'a plus fonctionné exactement comme il avait l'habitude de le faire, ça a été extrêmement frustrant pour moi. Du coup, alors c'est le côté aussi enthousiaste, on apprend, etc. Donc je me suis repenchée à fond sur tout ce qui était productivité. Donc j'ai retravaillé énormément, j'ai changé ma manière de travailler pour travailler, on va dire, moins mais mieux. Voilà, d'inverser le truc. Donc j'ai testé aussi des méthodes de travail que je n'avais pas forcément expérimentées parce que quoi qu'on en dise, quand on devient maman et entrepreneur, et qu'on est plus salarié, voilà, la gestion du temps devient un petit peu différente. On a à la fois plus de flexibilité, mais aussi, pour autant, le temps n'est pas extensible. Donc ça, c'était vraiment essentiel. Donc j'ai retravaillé des méthodes, certaines sont connues, hein, du Pomodoro. Il y a des livres aussi, des best-sellers pour revenir à l'essentiel. Enfin, toutes ces choses-là, dans des petits trucs de dire, pour ne pas alléger sa charge mentale, de ne pas avoir des to-do list à l'après-vert, de dire si ça fait moins de 2 minutes, je ne l'écris pas sur ma to-do, je le fais directement, etc. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont vraiment très, très aidantes et qui permettent aussi de mettre du factuel et d'arrêter de dire je n'ai pas le temps, de changer le prisme aussi. J'ai arrêté de dire je n'ai pas le temps. J'ai dit je ne prends pas le temps. Et ça aussi, ça a été un gros, gros, gros changement. Parce que, alors je faisais typiquement à la personne, hein, voilà, qui... j'ai recommencé par les 10 minutes, de se dire je prends une vraie douche de 10 minutes, enfin voilà, je l'apprécie et pas en mode automatique. Et c'est vrai que petit à petit, de retrouver aussi de réapprendre à soi aussi, on peut allonger. Donc je suis passée d'une douche de 10 minutes à un bain de 45 minutes. C'était merveilleux. Et d'apprendre à se ressourcer, hein, quand on n'est pas dedans, on est vraiment... Enfin, je me rappelle encore de certains échanges avec ma coach qui me disait mais pourquoi tu penses que tu n'as pas le temps, enfin pourquoi tu penses que... Et après effectivement en échangeant je dis j'avais l'impression que c'était impossible en fait de retrouver ce temps et ça, et en réalité non, ça l'est, mais ça nécessite effectivement d'ajuster certaines choses, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à reprioriser, apprendre à dire non. Ça a été extrêmement difficile et ça l'est toujours d'apprendre à dire non à certains projets qui pourtant nous auraient enthousiasmés. Et on se dit non, parce que si je le prends maintenant, ce projet, de toute façon, je sais que... voilà, alors c'est difficile quand on est entrepreneur, on ne peut pas trop dire ça à des clients parce que non, je ne peux pas prendre ce projet parce que même s'il est intéressant, voilà. Mais en tout cas, il faut au moins soit avoir l'honnêteté de le dire et puis après, voilà, de mettre des mots aussi. Puis en général, de toute façon, les gens le prennent bien et puis ça s'explique. Mais voilà, je dirais que c'est difficile de le faire tout seul.
Donc moi, j'en reviens vraiment à ce côté aussi de se faire accompagner, que même si on peut lire énormément de choses, on peut écouter des podcasts, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, vous prend par la main avec beaucoup de douceur, de bienveillance pour remettre à la fois de l'amour de soi, parce qu'on en donne beaucoup aux autres. Et souvent, en fait, c'est là où on se dit, j'ai oublié dans tout ça, j'ai pensé à tout le monde, sauf à moi. Et sauf que quand on est une entreprise, et qu'en plus on est une maman, on est un peu le pilier de la famille. Donc si le pilier s'écroule, tout le bateau va s'écrouler, en fait. Donc c'était aussi un des moteurs, de me dire, de toute façon, voilà, stop. Et c'est difficile, oui, d'accepter. Par exemple, à un moment donné, j'ai arrêté, par exemple, de vouloir développer mon entreprise. Je suis restée au statu quo, le temps de remettre certaines choses en place. Mais voilà, quand on a de l'énergie à revendre, et tout ça, c'est pas évident. Donc voilà, voilà, de y aller, d'accepter et de dire que c'est pas un échec. C'est juste rebondir pour moussoter. Et du coup, j'avais choisi deux citations pour clôturer là, ce truc de conseil. Donc la première, Léonard de Vinci quand même, qui dit que « Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. » Et c'est vrai qu'en plus, là dans le domaine de la peinture, on voit bien que quand on prend du recul, on voit des choses finalement qu'on n'aurait pas vues quand on a le nez sur la toile. Et la deuxième, que je trouve aussi très chouette, c'était, donc là elle est de Charles de Gaulle, et qui dit que la chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Oui, effectivement. Et quand on a la tête dans le guidon, on a l'impression que tout est important. Et que voilà, d'apprendre, il existe plein de méthodes en plus pour apprendre à prioriser, à voir est-ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment, qui est essentiel, pas important. Il y a la fameuse matrice d'Eisenhower, par exemple, c'est un des outils. Et c'est pas évident, mais ça se fait. Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, encore beaucoup d'émotions après la capsule, avec aussi tes astuces que j'en retiens moins. En tout cas, c'est, même si on a cette phase de burn-out, c'est de ne pas se positionner en victime et de choisir en conscience. Quand tu dis, au lieu de dire je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis victime. Finalement, je subis un peu et je ne peux pas choisir. Je ne prends pas le temps, je subis plus. Et je décide de mes priorités, de ce que je vais prendre en charge ou de ce que je vais faire, mais aussi de ce que je ne vais pas faire. Et je vais déléguer, reléguer ou carrément dire non, je ne m'en occupe pas. Et je pense que ça, c'est une posture importante lorsque l'on est entrepreneur, de pouvoir choisir en conscience et pas subir, que ce soit avec ses clients, que ce soit avec ses prestataires, ses fournisseurs, etc. Parce que ça peut éviter justement cette problématique d'épuisement professionnel ou de burn-out. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci Isabelle. Merci Locadis d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui sur les plateaux de la télé Lyon. Je pense que c'est une émission qui parlera à beaucoup de personnes parce que malheureusement, beaucoup de personnes passent par de l'épuisement ou du burn-out. On ne va pas forcément jusqu'au burn-out, et heureusement, mais c'est vrai que dans cette société où on a toujours besoin de faire plus, toujours plus vite, parfois on n'arrive pas à trouver ses limites. Et malheureusement, on vit avec nous-mêmes tout au long de notre vie. Donc si on ne prend pas soin de nous, ça va être compliqué de pouvoir prendre soin des autres, que ce soit de notre famille ou que ce soit en fait de notre entreprise. Merci également à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont toujours plus nombreux et plus nombreuses à venir écouter nos émissions. Le mois prochain, il n'y aura pas d'émission puisque nous serons en vacances. Nous profiterons justement de la pause estivale pour nous ressourcer et nous vous retrouvons bien sûr avec grand plaisir dès le mois de septembre pour notre 3e saison avec la télé de Lyon et notamment pour notre émission La Tribu Digitale 89% féminine. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances et je vous dis en septembre. À très vite.